Aujourd'hui, Bezrat Hashem, un sujet pas simple, mais auquel on est souvent confronté. C'est le sujet du four. Four halavi, four bassari, le même four à double usage. Comment on s'arrange avec le four? Alors, il faut savoir qu'on va rencontrer un nouveau concept aujourd'hui. C'est le concept qui s'appelle recha. Recha, ça veut dire littéralement l'odeur. En araméen, reach, l'odeur. Il y a une machloket dans la Gemara entre deux rabbanim. Est-ce qu'on tient compte du reach ou est-ce qu'on ne tient pas compte du reach? Ça veut dire, dans un four, je mets un pain. Et donc c'est un four. D'un côté, je mets du pain. De l'autre côté, je mets par exemple une viande pas cachère. D'accord? Maintenant, il n'y a pas ici de bichoul. Il n'y a pas de cuisson. L'un n'est pas à côté de l'autre pour qu'il y ait des transferts qui soient possibles. Dans un four? Non, il n'y a pas de cuisson à l'eau. Il n'y a pas de cuisson à l'eau. Il n'y a pas d'eau. Oui, non, il n'y a pas de bichoul. Il n'y a pas de bichoul, ça veut dire qu'il n'y a pas de bichoul d'eau qui va prendre tout le goût de l'un et qui va l'emmener vers l'autre. Il n'y a pas de bichoul pour l'instant, il n'y a pas de bichoul. Il y a deux choses qui sont à part. L'une va cuire de son côté, l'autre va cuire de son côté. Quel est le seul problème qui peut se poser ici a priori? En tout cas, le problème qu'on va rencontrer maintenant, c'est ce qui s'appelle recha. Il y a malgré tout une espèce d'odeur. C'est même pas un goût, parce que le goût, on sait très bien que ça sort. S'il y a le goût d'une viande interdite qui rentre dans un pain, par exemple, ou dans un autre morceau de viande, le goût, ça sort. Simplement, il y a ce qui s'appelle une odeur. Est-ce qu'on tient compte de l'odeur ou pas? Donc c'est une marloquette. En pratique, on est possèque qu'a priori, on tient compte de l'odeur, on évite tous ces problèmes-là. Et a posteriori, on autorise. Donc si on prend déjà un cas simple, d'accord? Un pain par exemple, qui a été cuit dans un four, dans lequel il y avait à côté un morceau de viande. Pour l'instant, on va parler d'une viande sèche, d'accord? Un morceau de viande sec. A priori, on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de mettre du pain avec de la viande. Pourquoi on n'a pas le droit de mettre du pain avec de la viande? Parce qu'a priori, on considère que ce problème-là d'odeur, c'est un problème qui existe. Donc a priori, ne mets pas ton pain avec une viande sèche. D'accord? Pour l'instant, quand je parle de viande, venez, on prend un cas de viande sèche, vous comprendrez après pourquoi. D'accord? Vraiment un schnitzel, une escalope complètement sèche. D'accord? Maintenant, a posteriori, ça a déjà été fait, il y a un enfant qui a mis un morceau de viande pas cachère dans le four, etc. Est-ce que je considère que ce pain est permis à la consommation ou pas? Réponse? On a dit a posteriori, oui. D'accord? Là, c'est a posteriori, ça a déjà été cuit. A posteriori, ce n'est pas la peine de jeter ce pain, on peut le manger. D'accord? Ça s'appelle recha. L'odeur, a priori, on en tient compte et on essaye d'éviter ce genre de problème. Mais a posteriori, si ça a déjà eu lieu, c'est autorisé. Hein? Même pas cachère. Recha, ça s'appelle recha. Non, pour l'instant, il n'y a pas d'eau. Un schnitzel avec un morceau de pain. D'accord? On prend un autre cas. Un schnitzel avec une tourte, là, une quiche halavi. Tout est sec. Ça, c'est des questions, c'est déjà arrivé qu'on me pose cette question. Un schnitzel ici, une quiche ici. C'est sur un autre plateau. Un autre plateau, les deux dans le même four à un moment donné. L'un est halavi, l'autre est bassari. Est-ce qu'a priori, on aurait le droit de faire ça? Non. A posteriori, est-ce qu'on interdit la quiche? Bassar bechalav, il y a un schnitzel ici. Il y a une quiche ici. Réponse non. A posteriori, si on considère qu'il n'y a qu'un problème d'odeur, d'accord? Les odeurs, elles n'interdisent pas a posteriori. Maintenant, un autre cas. Là, je vous demande de bien réfléchir. Hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais ça fait d'emblée, on ne fait pas. De quoi? D'emblée, on ne fait pas. Les khatrila, non. D'accord? Ça vous dit d'emblée? Khatrila, on dit d'emblée? Moi, je dis a priori, d'accord, on va faire un autre mot. Donc maintenant, regardez. On a... non, parce qu'en tant qu'enseignant d'Alakha, sur les khatrila, on le dit beaucoup. Maintenant, regardez. On a vous avez du pain. Vous avez fait cuire du pain. D'accord? Chez vous, vous faites rentrer que du kasher. Tout est kasher. Vous avez mis dans votre four du pain avec de la viande. D'accord? Dans le même four, au même moment, du pain et de la viande. Après, d'accord? D'accord. Donc, a priori, est-ce qu'on l'aurait fait? Après, on ne l'aurait pas fait. Pourquoi? Si on considère que le recha, ça existe, l'odeur, mon pain, il vient un pain bassari. Donc, on n'a pas envie de faire ça, surtout qu'après ce pain, on ne pourra pas le manger avec du lait. Même le manger tout seul, on avait dit le cours la semaine dernière que ce n'est pas évident qu'on puisse manger un pain bassari tout seul. Vous vous rappelez du cours la semaine dernière? Donc, c'est un problème. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si je l'ai fait? A posteriori, j'ai déjà mis mon
pain avec mon schnitzel. Alors, est-ce que le pain d'abord est autorisé? Réponse? Oui. Maintenant, est-ce que je peux manger ce pain avec du lait? Hein? Pourquoi? Pourquoi a posteriori, oui? Parce que c'est une situation a posteriori? D'accord. Alors, est-ce que vous pensez ici à une petite nuance malgré tout? Naomi, vous avez une petite nuance? Hein, pourquoi on dirait peut-être que non, que même a posteriori, on n'a pas le droit de le manger avec du lait? Le manger tout seul, d'accord. Mais pourquoi le manger avec du lait, on pourrait dire qu'on n'a pas le droit? Il y a le risque d'un mélange quand même. Pardon? Et le risque du mélange va faire des khalas quand même. C'est-à-dire quoi? Bah, si on a mis de la viande et qu'on mange pain avec du fromage, Ouais. il y a quand même un problème. Avec l'odeur. Moi, elle dit qu'à posteriori, on ne tient pas compte de l'odeur. Là, pareil, j'ai fait du pain avec un morceau de porc. Il y a aussi un problème que ce n'est pas cachère. Malgré tout, on dit rechalav milta a posteriori. Ça devient du a priori en fait, parce qu'on sait que notre pain il est bassaré, donc on va pas faire un mélange. Alors pourquoi c'est a priori? Parce que maintenant on sait, ça veut dire que le pain même on peut le prendre, parce que c'était a posteriori, on n'a pas fait exprès. D'accord. Maintenant qu'on sait, maintenant ça y est, le pain il est bassaré et tout, ça devient, si on mange avec du lait, ça devient du a priori. Voilà, il a fait. Il a fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ton pain, de t'interdire de le manger, ça s'appelle a posteriori. Mais moi, je ne t'interdis pas de le manger. Mange-le qu'avec de la viande, mange-le qu'avec du parvé. Tu n'as pas le moyen de le manger avec du lait. Vous comprenez? Donc, concernant le manger avec du lait, c'est déjà dans l'a priori. Si tu as déjà mélangé ce pain avec du lait, tu as déjà fait un sandwich, un panini, là, effectivement, c'est du a posteriori. Mais a priori, tu as un pain, on te dit a priori, ne le mange sans lait. D'accord? C'est comme ça qu'on est possèque. Hein? Comme ça, on est possèque. Le Rama, lui, le Rav d'Ashkenazim, lui, il veut autoriser, malgré tout, tous les poskim n'ont pas été d'accord avec lui. Donc, en pratique, si dans le même four, au même moment, il y avait du pain avec du poulet, avec quelque chose, bien que c'était sec, on considère qu'il y a un problème de recha, et donc on ne prend pas ce pain avec du lait. Pour l'instant, je parle au même moment, hein, vous m'avez bien compris. Et moi, est-ce que c'est le même principe de faire cuire des pâtes dans une casserole halavi? Je peux pas le manger. Non, ça c'est Nat Barnat, ça c'est autre chose. On va y arriver, vous avez le droit de le manger, mais on va y arriver. Enfin, pas aujourd'hui, hein, mais on va y arriver, mais c'est autre chose. Parce que là, c'est Nat Barnat. Dans mon cas, à moi, au même moment, dans le four, il y a... D'accord, donc vous avez compris la situation là? Il a fait. Maintenant, à l'époque de l'Agmara, il y avait des gens qui avaient des fours extrêmement spacieux. D'accord, pour vous donner une idée, les fours de l'époque, en tous les cas, il y avait des fours à l'époque qui existaient. C'était un four dans lequel on pouvait mettre 12 fournées de challah. Une fournée de challah, c'est 1,6 kg de farine, 1,560 kg et quelques. Les fours de l'époque, on pouvait mettre, et à l'époque, on ne mettait pas plusieurs plateaux. Le pain, les chalotes, on les mettait sur les parois, sur le bas, sur les parois des côtés. Donc un four tellement grand qu'on pouvait mettre 12 fois 1,6 kg de pain. Donc c'était des fours très très grands. Alors dans les fours de l'époque qui étaient très grands, les poskim ils disent que là, même recha, même a priori, on ne tient pas compte de recha. A priori, on peut mettre, il faut quand même que la porte elle soit aussi ouverte. C'est un four immense. L'air, le réach, il se perd un petit peu dans la grandeur du four. Donc là, on ne tient pas compte. En tous les cas, de nos jours, vu que ça n'existe plus tellement ces fours, ça ne nous concerne plus. Donc de nos jours, nos petits fours, avec nos petits moyens, c'est des fours dans lesquels on tient compte de recha. Mais ça c'est le problème de recha. Maintenant, le Kaf HaChaim dit que si jamais les deux aliments sont complètement krushim, krushim c'est une notion dans la halacha qui veut dire qu'ils ne sont pas graisseux du tout. Je ne parle pas de liquide ou de sec, je parle de graisseux. Par exemple, le pain. Le pain, ce n'est pas considéré dans la halacha comme étant quelque chose de gras. Le pain normal. Imaginez donc, dit le Kaf HaChaim, dans quelle mesure on considère que l'odeur c'est un problème? Ce n'est pas que le Kaf HaChaim, c'est le Shach et le Taz, et beaucoup de poskim. Tous les poskim sont d'accord avec ça. Dans quelle mesure on considère qu'il y a une odeur qui va se dissiper, qui va rejoindre l'autre aliment? C'est dans la mesure où l'un des deux aliments est un petit peu gras. Donc comme il est gras, l'aspect gras il va sortir, je ne sais pas comment expliquer ça, et il va y avoir un transfert qui va être possible. Si les deux sont vraiment comme ça, krushim, ils restent dans eux-mêmes, il n'y a que de l'odeur qui se... Donc là, cette odeur-là, elle nous pose pas de problème. Je vous donne un exemple. Vous avez un four. Dans votre four, vous mettez votre pain. D'accord? Il y a un goy qui vient, il met son pain lui aussi dans votre four. A priori, est-ce que c'est permis a priori de faire ça? Alors, pour pas que ça rende le four taref, on s'arrange, on met dans une tavenite à part, vous voyez, sur un aluminium à part. Mais je veux dire, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Est-ce que on considère que ton pain, il va rendre mon pain pas cachère?
Hein? De toute façon, c'est nous qui avons allumé le feu. Enfin, il y aura un problème qui va. Ah, disons que c'est lui qui a, vous avez raison, disons que c'est lui qui a allumé le feu. D'accord? Et disons qu'on est dans un endroit où on a l'habitude de ne pas manger le pain du non-juif. Ou disons que son pain, il n'est pas cachère. Dedans, il a mis un truc qui n'est pas gras, mais qui n'est pas cachère. Alors, réponse, il n'y a pas de problème. Même a priori, on aurait le droit de le faire. Pourquoi? Parce que quand les deux ne sont pas gras du tout, on considère que même a priori, il n'y a pas de problème de recha. D'accord? Donc, en pratique, je vais vous dire, si on se fie à la halakha telle qu'elle est écrite, on peut autoriser plein de choses. Un truc super choquant, qui est écrit dans la halakha. C'est pas choquant parce que c'est écrit dans la halakha, mais si on dit ça aujourd'hui, on se fait lapider. Dans la halakha, il y a écrit qu'on a le droit de faire des borekas, chalavi, avec des borekas basari, dans le même four, au même moment, si jamais les borekas sont bien recouverts. Ça veut dire s'il n'y a pas de fromage qui sort du borekas, il y a une pâte tout autour du borekas, qui recouvre bien le fromage d'une part, qui recouvre bien la viande d'autre part, on a le droit, a priori, sans aucun problème, de mettre les deux dans le même four au même moment. Pourquoi? Hein? Parce qu'ils sont recouverts. Peu importe, ils sont recouverts. Oui, mais ils sont recouverts. Dès lors que la pâte, elle recouvre, il n'y a plus de problème. Ça, c'est la halakha stricte, vous voyez? Un pain, c'est pas possible, mais par exemple, genre mettre un pain avec du fromage à l'intérieur, complètement recouvert de fromage, et mettre un pain avec des trucs de viande à l'intérieur. Tout est bien fermé, c'est moutar, les khatrin. Là, il n'y aurait même pas besoin que ce soit fermé, parce que c'est même pas gras. Le boregas, c'est gras, mais le pain, c'est pas du tout gras. La pâte du pain, elle est Ah, pas grasse. une seconde. Il y a une différence entre les boregas et du pain. Je sais pas. Mais si tu mets du fromage et tout. Ouais, mais le fromage qu'il y a dedans, peut-être qu'il va un petit peu. Bon, on rentre dans les complications, quoi. Oui, mais le fromage, c'est gras. Oui, mais c'est à l'intérieur. C'est recouvert. Ah, la question est-ce que quand il va se chauffer, il ne va pas passer par les. C'est bon, c'est une question compliquée. D'accord? Après, il y a une odeur, ça coule. Ça. Maintenant, tout ce qui est recouvert, regardez, tout ce qui est recouvert, ça résout le problème, d'accord? Pizza, c'est pas possible. Une pizza au fromage avec une pizza à la viande. Non, pourquoi c'est pas possible? Parce que c'est gras. Couvert, c'est gras. Mais c'est-à-dire, regardez, maintenant, j'aimerais bien quand même qu'on soit réaliste, qu'on enseigne malgré tout le minag de ces choses-là, la halakha, qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Vous avez compris en tous les cas l'état d'esprit. L'état d'esprit, c'est que recha, c'est un problème qu'a priori et pas a posteriori. Que recha, c'est dans certains cas précis que ça se présente, comme par exemple dans le cas où l'un des deux est gras, un minimum gras. Vous avez compris aussi que si jamais ils sont recouverts, qu'il n'y a pas de problème, d'accord? Maintenant, c'est sûr que de nos jours, la coutume... Il n'y a plus de problème. Par exemple, vous voulez faire vous mettez de la viande. À nouveau, je parle mécaradite. Vous mettez des boulettes de viande dans un aluminium complètement fermé. Ah, il faut complètement fermé. Oui, complètement. Et au même moment, vous mettez dans le four un aluminium complètement fermé avec du fromage dedans, il n'y a pas d'issue. C'est recouvert, shalom. D'accord? Maintenant, venez, on parle du minag. Le minag, malgré tout, mishumma, il n'est pas comme ça. Les poskim sont venus et ils ont introduit une nouvelle notion. C'est une notion, quand on étudie le Shulchan Aruch, la Gemara, on ne la voit pas tellement cette notion. Mais c'est une notion qui est provenue des poskim, qui s'appelle zia. Zia. C'est quoi zia? La transpiration. Ça veut dire que la nourriture, elle a d'une part une odeur, mais quelquefois elle a aussi une zia, une vapeur, on va dire, une transpiration. D'accord? Et les poskim disent, s'il est vrai que le réach, il n'est pas problématique, a posteriori, la zia, elle est oui problématique. D'accord? Vous comprenez? Que quoi? Alors, concrètement, je vais vous donner un exemple. Concrètement, il y a beaucoup de poskim qui disent que les aliments qui sont solides, ils n'ont pas de zia. D'accord? Pourquoi ils n'ont pas de zia? Ils sont solides. Zia, c'est quelque chose de liquide. Il y a plein de preuves qui sont rapportées dans les poskim. Par exemple, vous prenez quelque chose de liquide, une soupe, oui, et vous la mettez dans un four. Alors là, on considère qu'au moment où ça va cuire, il va y avoir non seulement l'odeur dont on parlait qui est problématique qu'a priori mais pas a posteriori, et il va y avoir un nouveau problème qui va s'appeler la vapeur, zia. Et zia, c'est problématique. Zia, c'est vraiment problématique. Zia, c'est comme si c'était de la nourriture elle-même. Vous voyez, c'est comme s'il y avait la nourriture elle-même qui se propageait dans le four et qui rejoignait l'autre partie. D'accord, vous comprenez? Donc, il va falloir qu'on gère le problème de zia et le problème de recha. C'est-à-dire? Alors, les maasé, regardez, les maasé, venez, on parle simplement. Ces cas-là où on va faire en même temps du
les trucs pas cachers, les trucs cachers, ça se présente pas. Les seuls cas, c'est des cas d'a posteriori. A posteriori, je vous assure, une fois quelqu'un qui m'a téléphoné, il avait mis dans le même four une escalope avec un truc qui était chalavi. Et donc là, c'est vraiment des cas d'a posteriori. Donc là, ça va intervenir, est-ce qu'on dit recha milta, recha lav milta, et on est posé qu'a posteriori, il n'y a pas de problème, dans la mesure où il n'y a pas de zia. Oui? Vous avez compris pourquoi je vous ai dit qu'on parlait d'une escalope solide? Une escalope solide, avec, il avait un truc chalavi qui était aussi solide. Donc là, est-ce qu'il y a du zia ou pas? Il n'y a pas de zia parce que c'est solide. Qu'est-ce qu'il y a simplement? Recha. Recha a posteriori, je peux lui autoriser de manger son schnitzel ou pas? Réponse oui. Il a fait. Maintenant, Solide, ça veut dire sec aussi? de quoi? On dit solide, ça veut dire aussi sec? Ouais, sec. C'est sec. Sec. Maintenant, la question qui va se poser, c'est comment on fait avec les fours? Est-ce qu'on peut se servir du même four pour le chalavi et pour le bassari? Donc, au même moment, on a compris que ce n'était pas génial et qu'il valait mieux éviter, que c'était qu'à posteriori qu'on autorisait, sauf dans certains cas où on recouvre, même ça, on n'aime pas tellement faire. Donc, venez maintenant, on devient concret, on parle de façon pragmatique. Quelles sont les questions qui se posent effectivement lorsqu'on vient réfléchir au problème du four? Alors, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut se servir du même four? J'ai un four, j'ai pas deux fours. L'idéal, si on voulait vraiment être tranquille à 100%, c'est d'avoir deux fours. Un four chalavi, un four bassari. Maintenant, on ne peut pas avoir deux fours. Parfois, la cuisine est trop petite, on n'a pas d'argent pour s'acheter deux fours. Donc, est-ce qu'on peut se servir du même four pour faire quelquefois le chalavi, quelquefois le bassari? Alors, on a les principes qu'il faut qu'ils restent malgré tout présents dans notre tête de recha, d'accord, de zia, et on va réfléchir. Quel peut être ici le problème? Premier problème qui peut se poser. J'ai fait, il y a 1 heure, un poulet rôti. Quel est le premier problème qui peut se poser? C'est quoi? Voilà, c'est qu'il y a du gras qui a pu s'écouler dans le four et qui peut se trouver sur les parois du four. D'accord? Sur les parois, sur le socle du four. Il peut y avoir, et c'est quoi ça? Ces éclaboussures, c'est vraiment du poulet, c'est de la mamachoute, c'est du poulet. D'accord? C'est sûr que si maintenant je viens mettre une quiche chalavite dans un four dans lequel j'ai fait quoi? Du poulet, et qu'il y a de la mamachoute de poulet sur les parois, là la mamachoute elle va pouvoir m'interdire mon truc. Après, est-ce qu'il y a 60? Est-ce qu'il n'y a pas 60? Après, c'est les questions à nouveau a posteriori. Même si on coupe le poulet entièrement? Si on le coupe complètement, là on est sûr qu'il n'y a pas eu de. Mais il ne sera pas bon votre poulet, si? N'essayez pas. Il y a des sachets. Ah, sachet cuisson. D'accord. Si on est sûr qu'il n'y a pas éclaboussure, ce problème est déjà résolu. Alors voilà. Alors, donc, d'accord, donc vous avez compris le premier problème. Donc premier problème, c'est qu'il peut y avoir des éclaboussures, il peut y avoir de la mamachoute de poulet. Et s'il y a de la mamachoute de poulet au moment où je vais cuire mon truc chalavi, là il y a un vrai problème, que ces mamachoutes-là, elles vont rendre mon plat interdit, sauf s'il y a 60 fois plus de quiche que d'éclaboussures de poulet, ce qui est souvent le cas. Mais en tous les cas, c'est déjà des questions qui se posent a posteriori. A priori, on ne s'amuse pas à dire puisqu'il y a 60 fois plus, j'autorise. D'accord? C'est un principe dont on parlera, si vous voulez, une fois. Et ne va te sur les khatrila. On ne se met pas dans une situation où on sait qu'il y aura 60 fois plus pour autoriser. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Comment on résout ce problème? Hein, mesdames, comment on résout ce problème? On nettoie le... Ah, pyrolyse, c'est déjà... Attendez, on va y arriver à la pyrolyse. Comment on résout ce problème-là? On nettoie. Vous attendez un jour ce sera propre, les éclaboussures elles disparaissent? C'est magique, hein? Alors comment on fait? On nettoie. Comment on nettoie? On prend un chiffon et on nettoie. Est-ce que c'est la peine d'atteindre ce qui est contenu à l'intérieur de la paroi? Non, pour l'instant, on parle d'un problème de ce qui est à l'extérieur. Donc ce qui est à l'extérieur, il faut que je le retire. Comment je le retire? On a compris. Comment je le retire? En nettoyant bien, qu'il n'y ait plus de mamachoute. Un chiffon qui n'y ait plus de mamachoute. Ça dépend combien vous êtes nerveuse. Non, si vous vous êtes jamais occupé de votre four, alors c'est possible qu'il y ait plein de couches qui se soient mises. Là, il faut utiliser les détergents et tout. Mais si à chaque fois que quand c'est un petit peu, il faut qu'il n'y ait pas de mamachoute. Bon, alors, s'il y a de la mamachoute qui est complètement carbonisée, à nouveau, c'est rien. Nous, on parle de mamachoute qui a encore un goût qui n'a pas encore été détérioré. D'accord? Donc ça, c'est le premier problème. Il y a un temps minimum à respecter? Une seconde. Donc déjà, vous retenez, vous pouvez écrire déjà d'emblée. Là, c'est un autre sens, hein, le d'emblée. Vous écrivez d'emblée, si vous voulez, sur votre cahier.
Elle va bien? Vous écrivez sur votre cahier d'emblée que quoi? Que le four, dans la mesure où vous voulez passer de Khalavi à Bassari ou de Bassari à Khalavi, là où il y a pu avoir des éclaboussures, premier réflexe à avoir, première condition pour autoriser, c'est de bien nettoyer les éclaboussures et la mamachoute qui pourrait se trouver. C'est clair? Bien fait. Mais quel pourrait être l'autre problème? Hein? Est-ce que le recha c'est un problème? Le recha, il y a eu du recha du poulet. Ouais, il y a eu le recha du poulet. Et puis ensuite, dans 2 heures, quand je vais faire ma quiche, les rechot, elles vont se mélanger. Ça, c'est pas un problème. Pourquoi? On a dit, recha, c'est un problème qu'a priori, pas a posteriori. En dehors de ça, recha, c'est parti, ouais, ça a déjà disparu. En dehors de ça, les poskim, ils disent que tout le problème de recha, c'est quand c'est au même moment. Si c'est l'un après l'autre, c'est bon. Vous comprenez? Donc, recha, on l'élimine. Donc, quel est le sérieux problème qui va nous rester? Zia. C'est quoi zia? J'ai cuit un poulet. Dans le poulet, il y a beaucoup de graisse qui est sortie. On remarque, Bichlal, que toute la cuisine, elle devient pleine de vapeur. Donc, on ne peut pas faire semblant qu'il n'y a pas de vapeur. Il y a de la vapeur. Et cette vapeur, qu'est-ce qui va se passer avec elle? Elle va être engloutie dans les parois. Si elle est engloutie dans les parois, c'est comme une casserole qu'il faut cachériser. Il faut cachériser quelque chose ici. Vous comprenez? Ça veut dire que je ne peux pas me servir d'un plat dans lequel il y a dans les parois du bassar pour me servir de ça pour faire du halal. Elle va ressortir, c'est ça? Avec la chaleur, La chaleur, elle peut ressortir à nouveau. Vous comprenez le problème? Alors, qu'est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? On chauffe le four à quoi? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça change? Alors, voilà, ça élimine, alors je vais vous dire. Vous avez raison, je vais vous dire exactement c'est quoi le truc. Il faut savoir qu'il y a une différence entre Bassar Bechalav et les autres Issourim. Ça veut dire que, quand par exemple on va étudier Bezrat Hashem bientôt les halachot de Ercher Kelim, quand il y a un Keli qui est devenu Taref, comment on le rend kasher? Eh bien vous allez voir qu'il y a des différences. Entre un Keli qui était Chalavi, que je veux kashériser pour le rendre Bassari, c'est beaucoup plus simple qu'un Keli par exemple, qui est devenu Taref parce qu'on a fait dedans du jambon, et que je veux rendre kasher. Vous savez pourquoi? Quelle est la différence? Dans un cas, c'est pas kasher et je veux le rendre kasher. Dans l'autre cas, c'est Chalavi, je veux le rendre Bassari, ou Bassari, je veux le rendre Chalavi. C'est quoi la différence? La différence, c'est que tant qu'il est Chalavi, il est kasher. Ce qui a été contenu dans la paroi, ça s'appelle en hébreu Etera Bala. Ce qui a été nivla, ce qui a été englouti dans la paroi, c'est du éther, c'est du lait. Le lait, c'est pas kasher. Kasher, tnouva, badat, machin, c'est kasher. La viande que j'ai envie de faire après, elle est kshera elle aussi. Vous comprenez? Donc tout est permis. Le lait est permis, la viande est permise. Simplement, la Torah est venue et a dit que le lait avec la viande en même temps, c'est interdit. D'accord? Quand c'est ensemble, c'est interdit, c'est explosif. Mais le lait tout seul, il n'est pas problématique tellement. La viande toute seule n'est pas problématique. Vous comprenez? Donc quand je veux prendre un four qui est bassari et que je veux le cachériser pour qu'il devienne halavi, ça ne va pas être très compliqué. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'est pas interdit le four, il est juste halavi. Alors il n'est pas interdit. Pour faire sortir quelque chose qui est permis du four, ce n'est pas très compliqué. Si par contre j'ai un four dans lequel il y a vraiment des goïms qui ont habité avant, qui ont fait des choses pas cachères du tout, c'est déjà beaucoup plus compliqué. Parce que ce qui est englouti à l'intérieur, ça s'appelle en hébreu comment? Non pas etera bala, mais issoura bala. Ce qui est contenu à l'intérieur, c'est du issou. D'accord? Donc là, on a un cas qui est assez simple. C'est qu'on a un four qui est bassari et qu'on a envie. Maintenant, imaginez qu'au même moment, j'ai fait cuire du halavi avec du bassari dans un même four, avec des ziotes et avec tout. Là, le four, il est devenu quoi? Issoura bala ou etera bala? Issoura bala. Parce que c'est pas que j'ai que du lait que j'ai envie de le rendre viande ou que j'ai que de la viande j'ai envie de le rendre lait. Là, j'ai eu l'explosif qui a explosé. Ça s'appelle Issoura. Très bien. Donc, vous êtes déjà bien dans les inyanim. Maintenant, donc j'ai mon four dans lequel j'ai fait mon poulet il y a 1 heure. J'ai envie maintenant de faire quelque chose de halavi. Donc il va falloir que je cachérise le four. Ce n'est pas le cachériser d'une interdiction qui était contenue, c'est le cachériser d'un état, d'un statut de viande. Comment on cachérise un four qui a un statut de viande pour pouvoir ensuite faire du lait? Ça suffit de faire ce qu'on appelle dans la halakha liboun kal. Liboun, ça veut dire blanchir, comme ça on dit. Ça veut dire avec le feu, le blanchir, on le rougit plutôt, mais je ne sais pas pourquoi on appelle ça blanchir. Ça veut dire on prend un chalumeau, on prend quelque chose de très chaud, on le passe sur la chose qu'on veut cachériser. Alors là, il y a 2 stades de liboun. Il y a liboun chamour. Liboun chamour, ça devient tellement chaud qu'il y a des étincelles qui sortent. Et il y a liboun kal. Liboun kal, c'est déjà réchauffé, même beaucoup moins. D'accord? La pyrolyse dont vous parliez tout à l'heure, c'est liboun chamour. 500 degrés, 600 degrés quelquefois. Ça, c'est liboun chamour, ça tue tout ce qu'il y a à l'intérieur.
D'ailleurs, il y a des sécurités dans les fours où il y a la pyrolyse, pour pas que quelqu'un ouvre la porte et qu'il se brûle. D'accord? Donc, et la pyrolyse, elle aidera pour tout. Quelqu'un qui vient d'acheter un four d'un non-juif dans lequel ils ont fait tout type de choses pas cachères, Shumba pyrolyse, c'est fini. Quelqu'un qui a la pyrolyse à Pessah, qui veut cachériser son four, pyrolyse, Shumbaya. D'accord, vous comprenez? Maintenant, est-ce que quand on veut cachériser un four de bassar à khalav ou de khalav à bassar, il faut forcément faire l'iboun chamour? Réponse, non. Il suffit de faire quoi? L'iboun kal. C'est quoi l'iboun kal? Disent les poskim. L'iboun kal, vous savez c'est quoi l'iboun kal? L'iboun kal, on allume le four à fond. En général, à fond, c'est quand même 200 degrés, 220 degrés, 250 degrés. On allume le four à fond. Et puis, le four, il se réchauffe beaucoup. Ça s'appelle l'iboun kal. Maintenant, le mieux, c'est quand on a des fours. Il y a deux types de fours. Il y a des fours où la chaleur se trouve de l'intérieur, les résistances sont à l'intérieur. Il y en a où les résistances sont externes. D'accord? Le mieux, si on veut vraiment être sûr que c'est un liboun d'après tout le monde, c'est que les résistances intérieures soient aussi allumées. Comme ça, c'est vraiment de l'intérieur qu'il y a du feu, il y a de la chaleur. Ça, c'est liboun kal. On est sûr que c'est liboun kal. D'accord? Alors, pendant combien de temps? Et pour ce qu'ils écrivent 20 minutes. 20 minutes, à partir du moment où c'est arrivé à la chaleur, on laisse 20 minutes. On est sûr qu'il y a eu un liboun kal. La vérité, c'est le khumra, 20 minutes. Visiblement, ils tiennent compte du fait que parfois, ça lui prend du temps à arriver à sa chaleur maximale. Mais en tous les cas, c'est... Tous les fours. Hein? Tous les fours. Ouais. D'accord, donc vous avez compris l'idée. Maintenant, il faut que je sois honnête avec vous. Moi, mon avis, si ça vous intéresse, mon opinion personnelle, et j'ai des preuves à ça, mon opinion personnelle, c'est que ça suffit amplement de faire ça. Quand des gens me téléphonent et me demandent mon avis, ça suffit amplement. Ça veut dire, à nouveau, j'ai fait de la viande, d'accord? Il y a de la graisse, il y a des trucs. Je nettoie bien. J'allume le four à fond, 20 minutes, une demi-heure. Et ensuite, à mon humble avis, on peut immédiatement faire du lait. Sans attendre 24 heures. Pourquoi? Parce que j'ai fait un liboun. On n'a pas besoin, il y a écrit nulle part, à part certains minhag ashkénazes. Mais d'après Sfaradim, en tout cas, il n'y a aucune utilité d'attendre 24 heures avant de procéder à un hercher. D'accord? J'ai une cuillère qui est devenue pas cachère. J'ai besoin d'attendre 24 heures pour la cachériser? Non, je la cachérise et puis je m'en sers tout de suite. Donc, les khatrila, a priori, si je suis sûr que j'ai résolu le problème des éclaboussures, j'ai bien nettoyé. Et si j'ai allumé mon four pendant 20 minutes, ça suffit. Et la vérité, c'est un Shulchan Aruch explicite dans les Halachot Yom Tov, Siman Tav Kuftet, explicitement que ça suffit complètement. Il n'y a pas besoin d'attendre 24 heures. Bon, pourquoi je vais être honnête avec vous? Parce que le Rav Ovadia Yosef, Chrono Livracha, il a une tchouva sur ça. Et dans cette tchouva, donc, il expose tous les tzdadim. Il ramène plein de poskim qui veulent dire comme moi que ça suffirait de ne pas attendre 24 heures. Il ramène tout type de preuves. Et puis à la fin, il dit que malgré tout, il y en a qui veulent dire qu'il y a des problèmes et tout. Donc, à la fin, il écrit que il faut quand même attendre. Il écrit si on a attendu 24 heures et qu'on a chauffé au maximum, c'est bien. Il dit ceux qui veulent autoriser sans attendre 24 heures, Yeshlaim al malismor. Ils ont sur qui se reposer. Donc lui, il ne fait pas du tout de ça un lechatchila. Maintenant, la vérité, je ne comprends pas. J'ai lu cette tchouva, j'ai eu beau la lire, la relire, je ne comprends pas pourquoi il dit ça. Ça veut dire, dans toute cette tchouva, ça a l'air d'être que il va aller vers le éther, il va aller, et puis finalement, il finit en étant mahmir. Maintenant, ce que moi je dis, le Minchas Yitzhak, il dit comme ça. Vous connaissez le Minchas Yitzhak? Un grand posek ashkenaz, Rav Yitzhak Weiss, c'était un des gdolim de la Eda Haridite. Lui, il écrit explicitement que si jamais il y a une résistance à l'intérieur du four, ce n'est pas la peine d'attendre 24 heures. D'accord? Donc, vous faites ce que vous pensez, ce que vous comprenez, selon vos cas de nécessité. En tous les cas, lui, il dit que c'est même a priori, qu'il n'y a aucun problème. Il dit même les Bnei Torah, etc., ils n'ont pas d'argent pour s'acheter de four, ils peuvent se servir du même four. Ce n'est pas la peine d'attendre 24 heures, il faut qu'il soit propre. Maintenant, un autre point important, c'est qu'il faut malgré tout avoir deux tavniot, deux plaques différentes. C'est-à-dire, on ne peut pas se permettre de se servir de la même plaque pour le lait et pour la viande. Pourquoi? Hein? Mais pourquoi on ne peut pas se servir? Pour la pyrolyse, par exemple, je peux pas la mettre devant, Il faut l'enlever. Non, le problème, c'est que ces taveniotes-là, en général, on considère que si vraiment on les réchauffe avec le feu directement et tout, elles risquent de s'abîmer. Donc les poskim disent, même si on l'a fait, après Mégadim et tout interdisent. Maintenant c'est plus compliqué malgré tout la tavenite que le four. Vous savez pourquoi? Parce que la tavenite, elle est en contact direct avec l'aliment. L'aliment, il est vraiment dessus. Là, il y a un contact direct. C'est pas comme le four où j'ai fait un poulet. Le poulet, c'est encore un exemple assez sévère que je vous ai pris, où vraiment il y a des éclaboussures et ça va directement. En général, qu'est-ce qu'on fait dans le four à part ça?
on fait des gâteaux, on fait des machins qui ne rentrent pas du tout en contact avec les parois. Vous voyez, donc ça ne rentre pas en contact avec les parois en général. Les gâteaux, les quiches, les pizzas, rien qui rentre en contact. Parfois ça tombe un petit peu, mais en général ça ne rentre pas en contact, vous voyez. Donc là c'est beaucoup plus simple que les tavniotes. La tavnite qui est vraiment en contact avec la viande, avec le... Alors ça effectivement il faut avoir une tavnite spéciale pour le lait, spéciale pour la viande. Et la question se posera a posteriori si je me suis servi de la même tavnite. Alors ça va dépendre s'il y a eu 24 heures, s'il n'y a pas eu 24 heures, etc. Pardon? Et si j'en ai 3 qui sont bassaris, que je veux qu'il y en ait qui viennent travailler. Ça c'est un grand problème. Vous savez pourquoi c'est un grand problème? Parce que les tavniotes, il y a écrit que si on fait un liboun, ça les abîme. Dans les massés, moi je connais plein de gens qui quand ils font la pyrolyse, ils laissent les tavniotes dedans, et puis, hein? Ouais, et puis ça, et il se passe rien, ça explose pas. Vous voyez, maintenant, mais ça s'arrête pas là, attendez. Mais le problème, il s'arrête pas là. Le problème, il s'arrête pas là. Le problème est que, alors d'accord, alors on dirait que ceux qui sont kamikazes comme ça, qui le font, pour eux c'est bon, c'est pas sûr. Il y a des poskim qui veulent dire que dans la mesure où c'est censé abîmer, et donc les gens, ils ont peur que ça va s'abîmer, même s'ils l'ont fait, c'est pas bon. Pourquoi? De peur qu'ils le fassent à la va-vite. Vous voyez, je viens cachériser un truc dont je sais qu'il risque de s'abîmer à n'importe quel moment, donc je vais le faire à la va-vite, je ne vais pas cachériser bien comme il faut. Vous voyez? Donc la question, à chaque fois qu'on me pose, on la pose souvent cette question. Est-ce qu'on peut cachériser à la pyrolyse? Il y a des gens qui me disent, moi dans ma pyrolyse, je mets mes plaques, je mets machin, est-ce que je peux cachériser ou pas? Alors, ce que je leur dis en général, c'est que ça dépend. Si c'est fait pour, si dans la pyrolyse, on peut aussi mettre les plaques, les grilles du four. Donc, si c'est fait pour, ça se cachérise parfaitement, l'iboun chamour, il n'y a pas de problème. Si jamais c'est pas fait pour, et qu'on le met, et qu'on sait que ça risque de s'abîmer, là, c'est vraiment un problème, quoi. Ça veut dire, les poskim me disent qu'une chose qui peut s'abîmer, même si on a fait la pyrolyse, c'est un knas, une amende que Chachamim m'ont donné qui interdisent. Il n'y aurait pas une sorte de agala à faire dessus ou quoi? Agala? Ouais, on ne pourrait pas la faire dessus, ça ne marcherait pas. Il n'y a que les bons qui marchent. Non, alors agala, vous pouvez faire, ça dépend. Si c'est eterabala, vous pouvez faire. Si c'est isourabala, vous ne pouvez pas faire. Ouais, non, c'est la faire passer au khalavi, quoi. Elle est bassari, et je vais la faire devenir bassari, donc c'est éternel. C'est eterabala. Ouais. Eterabala, on peut faire. Pour le micro-ondes, c'est le même principe. Pardon? Pour le micro-ondes, c'est le même principe que pour le four. On doit nettoyer, on doit laisser tourner pendant 20 minutes le micro-ondes. Ah, le micro-ondes, on va y arriver. C'est encore autre chose, le micro-ondes. D'accord, donc vous avez compris. Donc si on résume nos halachot d'aujourd'hui, C'est-à-dire que si je fais cuire du poulet, je peux laisser ma plaque de lait dans le four. c'est quoi? Si je fais cuire du poulet sur ma plaque de poulet. Vous faites cuire du poulet sur votre plaque de poulet. Ouais, ma plaque de lait, je la laisse dans le four ou je Non, enlevez-la. Sinon, ça devient... Si on n'a pas fait cuire directement sur la plaque, c'est-à-dire que j'ai deux plateaux dans mon four, mais je ne fais pas cuire directement sur le plateau. En fait, je mets toujours un récipient où je fais cuire. Et ça peut couler dessus. Il y a des risques que ça coule. Ah ouais. Ouais. Si vous mettez de l'aluminium, par exemple, si vous mettez toujours systématiquement de l'aluminium dessus, là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de contact, c'est déjà beaucoup plus simple. L'aluminium qui recouvre bientôt. Donc si on résume, on peut se servir d'un même four pour khalavi et pour bassari, pas au même moment. D'accord? Ceux qui vraiment peuvent se permettre d'avoir deux fours, ce serait l'idéal, on évite les problèmes. Maintenant, la seule chose, c'est qu'il faut le cachériser avant. Comment on le cachérise? On le nettoie bien, on le fait chauffer à la chaleur maximale pendant... Maintenant, ça ne veut pas dire que si vous avez une pyrolyse, vous êtes obligé à chaque fois de faire la pyrolyse. La chaleur maximale, c'est une chaleur assez importante. D'accord? C'est la chaleur maximale de laquelle on se sert en tant que four. Et ensuite, il y en a qui disent d'attendre 24 heures pour pouvoir ensuite se servir du four pour l'autre usage. Il y en a qui disent que ce n'est pas la peine d'attendre 24 heures. D'accord? Maintenant, pour faire le pain, c'est sûr que c'est encore beaucoup plus simple. Là, je parlais d'un cas où il est khalavi, je vais faire du bassari. Il est bassari, je vais faire du khalavi. Si moi, je vais faire dedans du pain, d'accord? Là, c'est déjà beaucoup plus simple. Là, pour les Sfaradim, disons, pour ne pas rentrer dans toutes les complications ashkénazes dans Nat Barnat, ce dont on parlera, Bezrat Hashem, en tout cas pour les Sfaradim, moi je pense qu'il n'y a aucun problème, vraiment, là je pense vraiment qu'il n'y a aucun problème de ne pas attendre 24 heures. C'est-à-dire, je veux faire du pain dans un four qui était bassari, et où j'ai peur qu'il y ait eu des éclaboussures et tout, là vous allumez bien votre four 20 minutes, c'est pas à peine d'attendre 24 heures, et il n'y a aucun problème. Il n'est pas Bereskat Bassari. Non. On peut le manger avec du lait. On l'a nettoyé. Pour les Sfaradim. Pour les Ashkenazim, il ne sera non plus pas Becheskat Bassari, mais il ne faudra pas les Khatrila faire un pain dans un tel four qu'on a l'intention de manger avec du lait. Sauf si on cachérise le four.
Donc si cette cachérisation, vous êtes d'accord avec moi que ça s'appelle une cachérisation, donc même pour les ashkénazim, il n'y a pas de problème, je vais le manger après avec du lait. Si on considère que cachérisation, ça va forcément attendre 24 heures, alors Il n'y a pas le coup de Benyomo en général, on dit ça? ben, dis-moi c'est 24 heures. En général, c'est ce qu'on dit. Quoi? Si je veux faire du pain pour le manger ensuite avec du khalavi pour qu'il ne soit pas vraiment basaré, j'attends juste 24 heures, non? Je suis obligée de le. Plus le chauffer. Non, sans chauffer. Non, il faut le chauffer. Non. Non, je comprends ce que vous dites. Parce que vous dites que, vous voyez d'un cas, il n'y a pas eu de bliote. Mais c'est possible qu'il y ait des bliotes. Si vous voulez être tranquille, même sans attendre 24 heures, vous le chauffez. De toute façon, quand on met du pain, en général, on a chauffé le four d'abord. On ne met pas le pain quand c'est pas encore chaud. Donc en général, le problème est déjà résolu. Oui. Bon, vous laissez encore un peu plus de temps malgré tout. Une vingtaine de minutes quand c'est déjà chaud, et puis après vous mettez votre pain. Ça a l'air. Ah, très bien, très bien. Ça, Bezrat Hashem, rappelez-moi Rivka, la semaine prochaine, d'accord? La semaine prochaine, avant qu'on parle du micro-ondes, il y a cette question qui se pose. Est-ce qu'on s'amuse à passer sans arrêt du khalavi au bassari? J'ai découvert, pendant 10 jours, ils sont bassari. Au bout de 10 jours, je les trempe, enfin je les cachérise pour qu'ils soient khalavi. 10 jours khalavi, 10 jours bassari. Alors, on parlera de ça la semaine prochaine. Le Magen Avraham, il interdit. Oui, j'ai compris. Alors, le Magen Avraham interdit, il y a des poskim qui autorisent. On expliquera beaucoup plus en détail la semaine prochaine, d'accord? Comment faire, quels sont les conseils. Mais en pratique, pour le four, il n'y a pas de problème. En pratique, pour le four, les poskim aussi bien Sfarad qu'Ashkenaz disent que En Malasot, on ne peut pas se permettre d'acheter deux fours forcément. Donc, on peut se servir du même et le cachériser à chaque fois. Évidemment, il vaut mieux mettre dessus une gommette ou une étiquette ou un petit truc. En ce moment, il y a des bassari, en ce moment, il y a des khalavi. Si on sait qu'il y a d'autres personnes qui risquent de se promener à la maison et de ne pas être au courant. Mais ça a l'air. Oui. Les quoi? Les tôles, les plaques. Ouais, le support. Si jamais, par exemple, on utilise normalement toujours pour faire des khalavi, par exemple une pizza, est-ce que dans la même plaque, tu peux faire les khalotes ou pas? Vous servez de cette plaque Pour la pizza. Et est-ce que tu feras pour la pizza halavite. Voilà. D'accord? Je peux l'utiliser pour faire des khalotes. Sachant que les khalotes, je peux manger avec la viande. Si elle est propre, il n'y a pas de problème. Elle est propre. Attendez, vous êtes Sfarad ou Ashkenaz? Bah, Sfarad maintenant. Hein? Sfarad maintenant. Ouais, elle facile. Ouais. Si vous êtes Sfarad, moi aussi Ashkenaz, si vous êtes Sfarad, non, ça dépend de la question du Menat Barnat, quoi. Ça veut dire, d'après le Rav Ovadia, par exemple, il n'y a aucun problème. D'accord? De toute façon, on couvre tout le temps les plaques. On met C'est toujours ça, du papier sulfurisé. exactement. Hein? Le pain, on le met pas sur les plaques, on le met sur le papier sulfurisé en général. Oui, mais il peut y avoir des choses qui vont sortir et qui vont se mélanger, les bliotes qui sont rentrées avant. D'accord? Alors, attendez, vous avez dit qu'il fallait attendre, que si on attendait 24 heures, ça suffit pour faire le pain. Vous voulez que si on attend 24 heures, ça suffit pour faire le pain? Alors ça dépend. D'après le Rav Ovadia, si c'est pour faire du pain parvé, oui, que vous voulez ensuite manger avec du lait. D'après le Rav Ovadia, même sans 24 heures, vous pouvez. Attendez, il y a un truc, je me suis embrouillé. Attendez, laissez-moi juste reprendre un petit point. Il y a un point, je me suis embrouillé. Pour le pain, d'accord? Pour le pain, dont vous voulez vous servir ensuite pour manger avec du lait, oui, même si on considère qu'il y a des bliotes qui sont rentrées dans le four, oui, on rentre dans le problème du nat barnat. Le problème dont on parlera, Bezrat Hashem, une fois, le problème des pâtes, là, dont vous avez parlé tout à l'heure, on rentre dans ce problème-là. Ou, d'après le Rav Ovadia, même sans chauffer, je me suis embrouillé, je sais pas pourquoi. D'après le Rav Ovadia, même sans chauffer le four avant, on aura le droit de faire des chalotes dans ce four-là. S'il est propre, par contre, il faut qu'il soit propre. Il faut bien nettoyer pour qu'il n'y ait plus de BN. S'il n'y a plus de BN, d'après le Rav Ovadia, on peut se servir du four pour faire du pain, bien que je sais qu'ensuite je vais le manger avec de la viande ou avec du lait. D'accord? Parce que Nat Barnat de Etera, le Rav Ovadia autorise même a priori. D'après d'autres Sfaradim, qui ne sont pas d'accord avec le Rav Ovadia, le Kaf HaChaim par exemple, il ne faut pas a priori, il faut attendre 24 heures, voilà. Il faut attendre 24 heures si je veux pouvoir faire un pain dont je vais me servir avec un autre usage. Et d'après les Ashkenazim, c'est encore plus compliqué. Ça veut dire, même après 24 heures, on n'a pas le droit de faire un pain en se disant qu'on le mangera avec du lait. Mais ça, c'est la sougia du Nat Barnat, d'accord? Ce n'est pas notre sougia maintenant, je t'expliquerai mieux. Aussi,